Qui n'a pas envie de passer sa deuxième quinzaine de juillet dans l'URSS de la fin des années 80 ? Imaginez le tableau, les derniers finalistes de conférence qui débarquent à l'aéroport de Soukoumi pour y disputer 3 matchs exhibition contre l'équipe nationale de l'Union soviétique, sur ces terres. Mais d'abord, Soukoumi, une ancienne station balnéaire de Géorgie située sur la côte est de la mer Noire, et marquée depuis par une guerre sanglante ayant mené à la naissance de la République d'Abkhazie, reconnue par la Russie. C'est donc là que les Atlanta Hawks ont atterri en même temps que leurs homologues soviétiques, ce jour de juillet 1988 dans des conditions bien éloignées de celles qu'ils connaissaient en NBA. Doc Rivers, Spud Webb, Cliff Levingston, Antoine Carr ou encore John Koncak et leur coach Mike Fratello sont là, dans le hall, à attendre l'arrivée de leur bagage. Pour les joueurs qui étaient habitués à un traitement de première classe partout, c'était vraiment un choc culturel. Dominique Wilkins et Kevin Willis sont les stars de cette équipe, mais ils sont arrivés un peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas envie de venir pardi. Bref, le petit groupe déjà sur place constate rapidement qu'en fait, les valises ont été déposées sur le tarmac à leur arrivée. Et basta, rien de plus. Pas de service grand luxe ici, Fratello se débrouille donc pour réquisitionner un petit camion à proximité et part chercher les bagages avec quelques joueurs. Le ton est donné pour le reste du voyage. Mais quel intérêt pour une équipe qui sort d'une saison à 50 victoires avec un Doug Wilkins à 30,7 points par match, sa meilleure moyenne en carrière, d'aller passer 2 semaines entre Tbilissi, Vilnius et Moscou, les 3 villes hôtes des 3 rencontres jouées sur place. Officiellement, il s'agit d'abord d'aider le basket à grandir à l'international et de participer à l'apaisement des tensions entre les États-Unis et l'URSS. Mais la vérité, c'est qu'on a aussi affaire à un plan rondement mené par le magnat des médias Ted Turner, propriétaire des Hawks de 1977 à 2004. Fondateur des chaînes de télévision TNT, TBS et CNN, Turner est dans les petits papiers de Mikhail Gorbatchev. Le dernier dirigeant de l'URSS, via ses réformes économiques et sociales, se montre plus ouvert sur le monde que ses prédécesseurs, et désireux de mettre fin à la guerre froide. Turner y a vu une opportunité. En 1986, soit un peu plus d'un an après l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, il crée les Goodwill Games, sorte d'équivalent au JO en réaction au boycott mutuel des US et de l'URSS lors des Jeux de 1980 puis de 1984. L'événement, regroupant plus de 3000 athlètes de 79 pays, est organisé à Moscou et diffusé sur TBS. Une première porte est ouverte. Un an plus tard, en 1987, c'est l'URSS qui se déplace à Milwaukee pour le McDonald's Open, un mini-tournoi à 3 équipes entre la sélection soviétique, le club italien de Milan et les Bucks. Alors en 1988, c'est assez naturellement que la NBA, qui rêve encore de devenir globale et qui se voit bien attirée vers elle, ses talents venus de l'Est, valide le projet de 3 matchs des Hawks en URSS proposé par Turner. David Stern et la chaîne TBS discutent des droits de retransmission avec le comité d'état des sports de l'URSS et tout le monde se met d'accord. Turner et Stan Kasten, président des Hawks, seront du voyage. Tous deux cherchent à faire traverser l'Atlantique aux jeunes stars soviétiques que sont Sarunas Marciulionis, qui était en fait déjà en contact avec les Warriors de Don Nelson, et Alexander Sacha Volkov, drafté au 6e tour de la draft 86 par Atlanta. Pionnière dans le domaine du scouting à l'international, la franchise a été la toute première à drafter un joueur étranger en 1970. Deux même, le Mexicain Manuel Raga et l'Italien Dino Meneghin, qui n'ont d'ailleurs jamais joué en NBA, ni l'un ni l'autre. Ce sont aussi les Hawks qui ont été les premiers à drafter la légende Arvydas Sabonis, 20 ans, au 4e tour de la draft 1985. Déclaré inéligible par la ligue car il n'avait pas encore 21 ans, Sabonis avait dû se réinscrire à la draft l'année suivante. Atlanta a donc perdu ses droits et c'est Portland qui l'avait ensuite sélectionné au premier tour en 1986. Mais revenons à ce mois de juillet 1988, où les Hawks débarquent à Soukoumi, à bord d'un IL-86 en provenance de Moscou. Le programme est le suivant, 3 jours de camp d'entraînement à Soukoumi et un premier match à Tbilissi, aujourd'hui capitale de la Géorgie, le 25 juillet. On enchaîne avec un deuxième à Vilnius, aujourd'hui capitale de la Lituanie, le 27 juillet, et enfin un dernier au Luzhniki Stadium de Moscou, la capitale russe, le 30. Dans l'équipe soviétique, on retrouve Volkov, Marciulionis, que les Américains comparent à un Gail Goodrich plus costaud, mais aussi Sergei Tarakanov, Alexander Belosteny, Tite Sok ou encore Valdemaras Chomicius. L'équipe est très solide, même si Sabonis, qui se remet d'une deuxième rupture du tendon d'Achille, n'est pas de la partie. De plus, il n'y a pas de vol privé comme c'était initialement prévu. Les deux teams partagent l'avion avec des passagers lambda. Dans le camp américain, on est venu avec la famille et les amis, et on s'imagine faire des sorties à cheval ou de plongée sous-marine. Ça fait sourire les copains soviétiques habitués aux infrastructures locales. J'ai essayé d'expliquer un peu dans quel genre d'endroit nous allions. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Entre l'aéroport et la base d'entraînement, le bus s'arrête longuement pour laisser passer un convoi de bétail entre 2 chemins de terre. Une fois sur place, le confort est spartiate. Habitués à une clim omniprésente, les Américains étouffent, les douches sont glaciales et il y a des moustiques partout. La seule chose qu'ils ne nous ont pas dite, c'est que les installations étaient probablement fermées depuis quelques années. Quant au repas, c'est sans doute le pire souvenir que la petite délégation a gardé de ce voyage. Le choix de l'URSS de donner la priorité à l'industrie lourde et la défense plutôt qu'à celle de la consommation, couplée à une politique des prix bas maintenue artificiellement par les subventions de l'État, mène à de multiples pénuries. La demande est là, mais l'offre ne suit pas. Les tickets de rationnement ont même dû refaire leur apparition dans les années 80 pour les biens et denrées de première nécessité. Parmi elles, l'alcool par exemple, alors même que le gouvernement avait lancé des mesures contre l'alcoolisme, pas plus d'une bouteille de vodka et 2 bouteilles de vin par adulte et par mois.
Ancienne voix à la radio, Steve Holman raconte. Aujourd'hui, j'en garde mon souvenir, mais à l'époque, en gros, on s'est nourri de concombres, de tomates et de vodka tiède pendant 2 semaines. C'est ce qu'ils avaient de mieux, car le lait était plein de grumeaux par exemple. On ne pouvait pas non plus utiliser de glaçons à cause des parasites dans l'eau, donc tout ce qu'on buvait était tiède. Jack McCallum de Sport Illustrated avait amené des mini crackers et du beurre de cacahuète avec lui. Tout le monde s'est jeté dessus. Antoine Carr avait lui amené toute une valise remplie de bouffe. Il avait barricadé la porte de sa chambre et ne laissait entrer personne. Quand on a fait escale à Francfort pour repartir aux USA, tout le monde a mangé au McDo de l'aéroport comme si c'était son dernier repas avant la chaise électrique. À côté de ça, la catastrophe de Tchernobyl est encore dans tous les esprits. Dominique Wilkins y va fort, en disant que c'était épouvantable, comme si la nourriture était pleine de radiation. Par contre, au moins, le courant passe hyper bien entre les joueurs américains et leurs homologues soviétiques. L'électricité saute régulièrement, comme les lignes téléphoniques, alors la solidarité est de mise. Le soir, un petit groupe prend forme autour de Doc Rivers et Marciulonis, qui a amené sa guitare. Un peu de vodka, quelques chansons folk lituaniennes, les gars sympathisent rapidement. En amont, Fratello conseille tout de même à ses joueurs de ne pas essayer de suivre leurs collègues point de vue alcool. Les locaux sont agréablement surpris de constater que les Américains ne se montrent pas arrogants avec eux. Volkov et Marciulonis, 24 ans tous les deux, sont aux anges. L'été précédent, ils s'étaient entraînés avec les Hawks aux États-Unis, mais cette fois-ci, c'est la NBA qui venait à eux. À l'époque, les matchs de la Ligue américaine ne sont pas diffusés en URSS. Un des vétérans de l'équipe, Sergei Tarakanov, s'est fait passer des cassettes clandestines par des copains pendant des années. C'est comme regarder un film, puis rencontrer en personne l'acteur. Coach Gomelski nous avait dit quelques mois plus tôt qu'il viendrait. On a dit ouais, c'est ça. Les Hawks en URSS, bien sûr. On a rigolé. Puis l'été est arrivé, et on a compris qu'il viendrait vraiment. On n'y croyait pas que ça arrivait enfin. On était tellement excités. Avant leur jour de repos, quelques joueurs américains demandent à Volkov s'il n'aurait pas une adresse car ils aimeraient aller en boîte de nuit. Quasi certain qu'il n'y en a aucune dans le coin, ils passent quand même 2-3 coups de fil à des amis pour leur poser la question. Quelques heures plus tard, il se retrouve face à un agent du KGB qui vient lui dire « Sacha, ne fais pas de bêtises s'il te plaît ». J'ai fait l'innocent, il m'a dit « Dis-leur que c'est un jour de fête religieuse et que tout est fermé ». Bref, pas de sortie en boîte, vous l'aurez compris. Le petit training camp se termine et les deux équipes prennent la direction de Tbilissi pour leur premier match. Le club de la capitale géorgienne, 4 fois champion du RSS, a remporté l'équivalent de l'Euroleague en 1962 et met à disposition une salle digne de ce nom, le Sport Palace. Les fans se déplacent même pour les entraînements, il y a un véritable engouement de la population pour cette venue des Hawks en ville. À tel point qu'il y a même des discussions pour que le match se joue dans le stade de foot du Dynamo. Mais ce 25 juillet 1988, c'est bien au Sport Palace que 10 000 spectateurs viennent assister. Ces derniers applaudissent les deux équipes à tour de rôle, à la victoire sur le fil des Américains 85-84. Dans le public, ce jour-là, l'ancienne joueuse Marina Kodua, venue avec son fils de 4 ans, un certain Zaza Pachulia. Pendant ce temps, Dominique Wilkins se fait planter à l'aéroport de Moscou. Initialement accompagné par un officiel soviétique pour se rendre au match, il rate sa correspondance suite à un problème de réservation et passe 12 heures seul à attendre. L'officiel est parti, au lieu d'attendre le prochain vol. 12 heures sans aucun représentant avec moi, personne que je connaissais et sans argent russe. Donc je suis resté là à attendre tout seul pendant 12 heures, mais ça a été. J'ai pu voir des mitraillettes, des gars qui ont l'air d'avoir 12 ans et qui checkent ton passeport. C'était fun. En attendant sa star, l'équipe fait un peu de tourisme local avec la visite d'une mine. Après ce voyage sous terre sous une chaleur accablante, tout le monde est soulagé de retrouver la surface. J'étais à côté de Mike Fratello pendant qu'on descendait, et ça sentait terriblement mauvais dans l'ascenseur, et Mike a dit « Wow, je suis sûr que Dominique est vraiment furieux de manquer ça. » Quant à Willis, la raison de son absence sur la première partie du trip est très claire. Je n'avais pas envie d'y aller. Ted Turner m'a dit « Monte dans cet avion », donc j'ai dû le faire. On ne savait pas ce qui allait se passer. La team est au complet pour prendre la direction de Vilnius, au pays du basket. Pour Scott Cunningham, photographe des Hawks, le match dans la capitale lituanienne a été le meilleur des trois niveau ambiance. Zydrunas Ilgauskas, 13 ans, est dans le public. Les deux équipes terminent le temps réglementaire à égalité, 92 partout. Un arbitre annonce la fin du match et les soviétiques, par ailleurs réputés pour leurs conditions physiques à la Ivan Drago dans Rocky IV, commencent à quitter le parquet. Les Hawks rappellent que le règlement international stipule qu'il ne peut pas y avoir de match nul. Ils réussissent à relancer la partie et s'imposent finalement 110-105 avec un grand Wilkins auteur de 29 points dont un windmill à 35 secondes de la fin pour définitivement mettre les siens à l'abri. Ils étaient extrêmement talentueux, costauds, très disciplinés, ils ne lâchaient jamais rien et continuaient à t'attaquer sans relâche. Dernier stop avant de retrouver la Géorgie, Moscou. Avant leur match au stade Loujniki, la plus grande enceinte sportive de Russie, les joueurs enfilent leurs casquettes de touristes et assistent à des représentations du cirque de Moscou et du ballet du Bolchoï. Ils visitent aussi le Kremlin et la place rouge. Là, tout le monde s'est mis à chanter God Bless America. Ils sont venus et nous ont dit « Vous ne pouvez pas faire ça, non !» Et ils nous ont virés.
Dans les rangs des Hawks, certains considèrent qu'avoir gagné 2 matchs sur 3 revient en quelque sorte à avoir déjà remporté la série, ce qui présage déjà un petit relâchement. Bon cuisinier à 16 heures, Mike Fratello, qui a l'habitude d'emmener l'équipe manger italien à l'extérieur pendant la saison, décide, accompagné de David Stern, de préparer un énorme dîner aux deux équipes. Au menu, spaghetti à la sauce marinara avec des ingrédients directement acheminés des US par avion. La star du match 3 remporté 132-123 par l'URSS face à des Américains clairement pressés de rentrer à la maison sera Sacha Volkov avec ses 35 points. Je me souviens de chaque détail. C'était un super souvenir. Ça a eu un impact hyper positif sur ma carrière et le basket soviétique. Marciulonis de son côté n'est pas en reste et marque lui 23 points. Cette équipe soviétique est très solide avec Volkov et Marciulonis. Ils étaient durs et les matchs étaient fun. Les deux deviendront en 1989 les 2 premiers joueurs soviétiques à faire leur entrée en NBA, chez les Hawks pour Volkov où il jouera jusqu'en 1992. J'idolâtrais la NBA. J'étais le gars le plus heureux du monde quand j'enfile le maillot des Hawks et que j'ai posé les pieds sur le parquet pour la première fois. C'était un rêve qui devenait réalité. Pour Marciulonis, c'est chez les Warriors et il poursuivra ensuite sa carrière à Seattle, Sacramento, puis Denver, jusqu'à sa retraite en 1997. C'était une opportunité exceptionnelle et nous devions être reconnaissants envers ceux qui ont eu le courage d'ouvrir ces rideaux. On ne savait pas à quel point ça allait contribuer à ouvrir les portes aux Européens. Au retour de l'équipe aux États-Unis, John Battle, arrière des Hawks de 85 à 91, déclare ceci. On a dû faire face à beaucoup d'adversités, et peut-être que ça nous rapprochera. En tout cas, ça nous fera un sujet de conversation pendant la longue saison qui nous attend, c'est sûr. Mais si TBS prévoit une autre tournée pour l'été prochain, j'aimerais autant que ce soit à Bahamas. 2 mois après cette victoire à Moscou, l'URSS remportait l'or olympique après avoir sorti les États-Unis en demi-finale. Marciulonis raconte que les joueurs avaient passé une sorte de marché avec leur coach Alexander Gomelski pendant les JO, en mode « si on gagne, tu nous aides à jouer en dehors de l'Union soviétique ». Quelques mois après, la FIBA autorisait pour la première fois les joueurs NBA à participer aux JO. Le bloc soviétique s'effondre lui officiellement en décembre 1991, un peu plus de 2 ans après la chute du mur de Berlin. À peu près au même moment dans les Balkans, Croatie, Slovénie et Bosnie déclarent leur indépendance. La Croatie et la Lituanie, qui ont maintenant leur propre fédération, participent à leurs premiers Jeux Olympiques à Barcelone. Contre une équipe composée de joueurs de l'ex-URSS dont Volkov, la Lituanie de Marciulonis y décroche le bronze. En 1994, le CSKA Moscou signe de son côté ses premiers joueurs américains. Un an plus tard, c'est Arvydas Sabonis, abîmé par les blessures, qui débarque enfin en NBA, chez les Trail Blazers. 35 ans après le voyage des Hawks en URSS, la NBA est plus que jamais globale. Cela fait 5 ans qu'un Américain n'a pas été élu MVP. Le MVP des finales est serbe et le premier 5 NBA est composé de 4 joueurs étrangers. En 2022-2023, la Ligue comptait 120 joueurs internationaux, venus de 40 pays différents. Dans les années 80, les rares joueurs étrangers qui atteignaient la NBA sortaient pour la plupart d'universités américaines. C'était le cas d'Hakeem Olajuwon, Detlef Schrempf ou encore Kiki Van de Weg. Durant cette période où la NBA commençait à s'exporter, les Hawks ont clairement été l'équipe la plus investie dans le développement d'un recrutement au-delà des frontières. De 85 à 88, les Hawks ont drafté 9 joueurs étrangers, contre 6 pour tout le reste de la NBA sur la même période. Si tu n'étais pas prêt au premier tour, tes chances d'intégrer la NBA étaient quasi nulles. On draftait les enfants des voisins, les amis d'amis au 7e, 8e, 9e tour. Quel intérêt? Donc on a décidé de drafter des joueurs de classe mondiale qui jouaient dans leur équipe nationale. 35 ans après, on est aussi bien loin des déclarations du coach de l'équipe américaine, John Thompson, avant les Jeux de Séoul. Pour l'ancien champion NBA avec les Celtics, ces matchs exhibition organisés par la NBA ne participaient qu'à une chose, faire progresser les adversaires, et par conséquent réduire les chances des États-Unis de l'emporter. Diplomate, Mike Fratello lui avait rétorqué que c'est par ce même biais que les Américains progressaient eux-mêmes dans d'autres sports où ils n'étaient alors pas dominateurs, comme le hockey ou le volley. Sharing is caring. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.